Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Échos de la Finance. Vous commencez à nous connaître aujourd'hui, nous avons déjà abordé beaucoup de sujets. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, disons, délicat. Délicat parce qu'il y a beaucoup de préjugés, c'est une question qui donne lieu à des tas de controverses. Il s'agit de l'aide internationale. Cette aide internationale qui, pour certains, est une mauvaise chose qu'il faudrait éliminer tout de go. Pourquoi? Parce que ça maintient le pays aidé dans un état de dépendance, de mendicité, et surtout, ça provoque de la part de ce pays une très grande paresse. Il est en effet plus facile de tendre la main que de se retrousser les manches et de se mettre au travail. Il y a d'autres qui pensent que sans l'aide internationale, on ne s'en sortirait pas. C'est en partie vrai, il y a du vrai et du faux dans les deux. C'est vrai qu'une partie du budget de l'État est financée par l'aide internationale, l'Union européenne en particulier, mais au bout du compte, entre les pays qui aident et les pays qui sont aidés, quels sont ceux qui s'en sortent le mieux? On n'y pense pas souvent, mais les pays qui aident, ce qu'on appelle parfois les bailleurs de fonds, bénéficient aussi de ces transactions, et c'est ce que nous allons essayer d'approfondir aujourd'hui et peut-être de corriger un certain nombre d'idées reçues sur cette notion d'aide internationale. Et bien entendu, ça se passera toujours avec notre ami William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Est-ce que j'ai bien résumé la question? La question a été bien résumée. Bon. Et avant même de démarrer, je veux signaler une chose. La dernière intervention que nous avions eue, une des réactions a été que nous avions mentionné que l'aide internationale devait être encourager la corruption et que c'est vrai. donc maintenant et que l'aide internationale, on devait trouver d'autres formules repenser l'octroi de l'aide. D'accord. Un de nos téléspectateurs m'a contacté pour me dire qu'il pense que l'aide internationale pourrait être acheminée à travers les universités. Ainsi, il y a le renforcement du savoir et éventuellement, les gens dont le savoir aurait été renforcé pourraient devenir des entrepreneurs de demain. Maintenant, ce qu'il dit n'est pas mauvais parce que l'Angleterre a joué ce rôle pour les États-Unis après la guerre de l'indépendance américaine. Oui, mais c'est une solution à très long terme. Bon, lorsqu'on parle de l'éducation, c'est long terme. Voilà, déjà former des étudiants, ça prend du temps, mais avant de former des étudiants, il faut former des enseignants. Bon, maintenant, oui et non. Pourquoi? Parce que là, lorsque vous avez les fonds disponibles, vous pouvez toujours engager les enseignants. Maintenant, si vous prenez les étudiants... Encore faut-il qu'il y ait des enseignants. Oui, bien bon, on les fait venir. Ah. Ensuite, vous avez aussi les étudiants qui sont à l'université, ils ont déjà complété les cycles d'études primaires et secondaires. Donc, l'université, c'est 4-5 ans. Si on prend une année de rémédiation pour les mettre à niveau, d'ici 4 ans, on peut vraiment constituer une force middle management, de techniciens assez bien formés. Je vous crois un peu optimiste, mais OK, d'accord. Disons que ce sera possible. Vous savez que je suis un ancien prof. Oui, absolument. Bon, c'est un domaine qui me tient beaucoup à cœur, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui. Donc, alors, cette aide, je disais qu'il y en a qui pensent que vous avez rajouté le volet corruption. Ça favorise la corruption. Moi, j'ai introduit la notion de l'état de dépendance, de mendicité. On présente souvent la paresse comme le couille à la main en train de mendier. Et bien entendu, tout cela débouche sur une certaine paresse, car on ne fait plus l'effort de soi. Alors, vous allez essayer de démontrer... Autrement. Et nous faisons toujours autrement.
Oui, La relation entre, par exemple, les bailleurs, je préfère dire les pays donateurs de fonds. Parce que bailleur, déjà en créole, ou bail, mon nom fait le cadeau, donc ça déjà, je pense que c'est un petit peu péjoratif, c'est notre créole. Oui, mais c'est le terme officiel. Oui, les bailleurs de fonds. Je comprends, mais en créole, ça veut dire quelque chose d'autre. Oui. Maintenant, c'est la relation... Le verbe « bail » en créole vient du verbe « bailler » français. Bon, bailler. Non, pas bailler, Hein? bailler. OK. Ce qui donne le bail. OK. Le bail, c'est dans l'immobilier. Oui, Hein? mais le bail est donné par le bailleur et est pris par le preneur. Oui, mais on a une implication de l'immobilier qui a un bail à long terme, qui a il y a un contrat qui est payé régulièrement. Donc ça, vraiment, je pense que on devait repenser ce mot. Maintenant, mais de toute façon, on aura le temps de faire ce débat. Oui. Maintenant, un débat sémantique. Oui. Là. Maintenant, la relation pour moi entre les pays qui donateurs et les pays qui reçoivent, qui sont les bénéficiaires, c'est la relation du lion et du rat. Hein, le lion de La Fontaine. Le lion, il a été piégé. Pris dans les filets. Et c'est le rat qui a rongé et qui a libéré le lion. C'est la même chose. Je pense que l'analogie que je veux faire vraiment, c'est un pays qui, comme les États-Unis par exemple, qui nous donne 466 millions de dollars, qui nous a donné 466 millions de dollars l'année dernière. Maintenant, les États-Unis, aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus avancés en matière de technologie, en matière de montage financier, en matière des infrastructures, mis à part la Chine. Okay? Donc, c'est un pays qui se concentre sur les technologies de pointe. Donc, ils partent à Mars, ils vont sur la Lune, ils vont les fusées, etc. Et l'industrie d'armement est extraordinairement performante. Maintenant, pour que ceci se fasse, les États-Unis ont besoin que chez eux, qu'il y ait un taux d'inflation très bas. Et le taux d'inflation en général, c'est mesuré, nous l'avons discuté à plusieurs reprises, c'est vraiment l'augmentation générale des prix. C'est ça. Maintenant, les prix à la consommation. Alors, un instant. Les prix à la consommation, c'est une des indices. Ensuite, il y a les prix à la production, which is the Producer Price Index. Okay? Et aussi, vous avez le Wholesale Price Index. Ce sont les trois prix. Maintenant, le Producer Price Index, c'est l'indice que le Federal Reserve tient compte lorsque le Federal Reserve pour faire le calcul et aussi la politique monétaire. D'accord. Et maintenant, le Wholesale Price Index, c'est le prix. Maintenant, c'est ce qu'on appellerait le coût de production. Hein? Et le coût de production vraiment détermine le prix auquel la marchandise sera vendue. C'est ça. Et le plus élevé est le coût de production, le plus élevé est le prix de la marchandise au niveau du détaillant. C'est parfaitement logique. Maintenant, l'objectif dans ce cas donc, des États-Unis, c'est avoir un coût de production le plus bas possible. Le plus faible possible. Et maintenant, et que fait les États-Unis, par exemple? Les États-Unis réfléchissent ou pensent à des stratégies qui leur permettraient d'avoir un coût de production le plus bas possible. D'où la rentrée en matière de la relation entre Haïti et les États-Unis. Par exemple, on prend l'industrie du textile. C'est ça. L'industrie du textile en Haïti... ce qu'on appelle l'industrie d'assemblage. D'assemblage. Maintenant, cette industrie, les produits qui sont fabriqués à un salaire minimum très bas. Et ce salaire minimum permet que le Producer Price Index, le Wholesale Price Index aux États-Unis soit bas. Hein? Donc, c'est tout à fait d'actualité, puisqu'on sait que là, aujourd'hui, précisément, les ouvriers du textile sont en train de manifester dans les rues depuis quelques jours. Et exigent un salaire minimum plus élevé. Pour un salaire minimum augmenté de 300%. Bon, 300%, bon, ça, c'est débattable parce que pendant la période de Jean-Claude Duvalier à nos jours, le salaire minimum était $500. Pendant 40 ans, le salaire minimum a été fixé à $500, à 500 goudes. Donc, s'il y a aujourd'hui des réclamations pour des salaires minimums plus élevés, il faut dire que ce sont des réclamations qui
était latent depuis près de 40 ans. Donc, on ne peut pas vraiment... Et entre-temps, chaque année, le taux d'inflation était de 16%. Donc, il faut vraiment faire la part des choses et déterminer de quel côté de la balance on peut se mettre debout. Maintenant, pour retourner à notre point, maintenant, le Wholesale Price Index, alors, détermine le niveau d'inflation aux États-Unis. Maintenant, lorsque le coût de la production des marchandises qui sont vendues aux États-Unis, par exemple, au niveau du retail sale, okay? La vente au détail. La vente au détail, merci Serge. La vente au détail représente 3,5 ou 3,6% de l'indice de l'assiette du panier de la ménagère. Donc, le plus bas est cette composante du panier de la ménagère, le plus bas est le taux d'inflation aux États-Unis. Okay? Maintenant, lorsque les prix de l'assemblage, par exemple, se fabriquent en Haïti ou au Vietnam ou n'importe où, le salaire minimum est bas, ça se reflète directement dans le panier de la ménagère. C'est ça. Donc, ce qui leur donne un taux d'inflation très bas. Maintenant, comment ça bénéficie les États-Unis? Ouais, premièrement, ça bénéficie parce que d'une part, le taux d'inflation est bas. Le taux d'inflation très bas permet à ce que la politique monétaire puisse adopter une politique les taux d'intérêt très bas. Les taux d'intérêt très bas permettent à ce que les industries puissent avoir accès à des capitaux et croître davantage. Et invitent de nouveaux investisseurs. Et nouveaux investisseurs. Donc, maintenant, vous avez maintenant la productivité américaine qui peut aller, peut se déplacer des investissements qui sont labor intensive, à haute intensité de main-d'œuvre. Haute intensité de main-d'œuvre, merci, aux industries qui sont capital intensive, à haute intensité de capitaux. Et c'est là que les États-Unis vraiment sont forts, parce que là, ils rentrent dans les productions de pointe que nous avons mentionnées tantôt. Donc, c'est la relation qui existe. Donc, c'est une chaîne, finalement, chaque maillon dépend de l'autre et jusqu'à arriver au sommet. Oui, c'est ça. Et à la base, il y a les bas salaires qui sont pratiqués en Haïti. Bon, en Haïti et dans d'autres pays. Et autres pays comme Haïti, Vietnam, etc., Bangladesh. Turquie, donc, Bangladesh, maintenant, etc. Si vous voulez, tous ces pays-là où le salaire minimum est imposé, parce que parfois c'est aussi imposé dans les négociations qui se font entre Haïti et, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce. Il y a des Américains, par exemple, ceux qui négocient aux États-Unis et qui représentent les intérêts économiques américains lorsqu'ils viennent négocier avec nous autres. L'une des conditions peut être un salaire minimum bas. Donc, ça rentre dans le cadre des négociations bilatérales qui se font. Donc, maintenant, si en Haïti, les gens ne saisissent pas cette nuance et négocient et sont trop heureux parce que l'Américain vient investir en Haïti sans se rendre compte, mais ce n'est pas seulement lui qui investit, lui aussi, il a quelque chose à gagner. C'est pas de zero-sum game. C'est que les deux parties sont gagnants. Parce qu'en Haïti, nous disons souvent que le capital étranger qui arrive crée des emplois. Oui, mais on veut des emplois qui soient créés, mais que ces emplois nous permettent d'avoir un salaire, un pouvoir d'achat qui nous permettent dignement et qui nous permettent de consommer les produits qui sont fabriqués ailleurs, que nous ne pouvons pas confectionner, manufacturer. C'est vraiment ça la logique à laquelle il faut souscrire. C'est ça. En quelque sorte, même s'il est vrai que dans cette situation, il n'y a pas un gagnant et un perdant, on peut dire que c'est une situation, grosso modo, qui est gagnant-gagnant. Bon, il y en a un qui gagne plus que l'autre. Mais la politique qu'il faudrait mener, c'est justement d'arriver à une parité, que des deux côtés, ce soit gagnant-gagnant, mais à parité. Mais il y a une chose c'est pas évident. Il y a une chose que j'ai apprise il y a longtemps. Lorsque deux personnes se négocient, à la fin de la négociation, ils doivent être tous les deux malheureux. Parce qu'ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient. Oui, bien sûr, on peut voir les choses comme ça, d'accord. Bon, moi je préfère voir qu'à la fin de la négociation, les deux sortent heureux en se disant on aurait pu tout perdre. Bon, en général, non. Parce qu'il faut toujours... les relations sont telles qu'il ne faut pas oublier les épreuves de force.
là où il y a la force. Et là où il peut y avoir un gagnant et un perdant. Oui, absolument. Ah Oui. ouais, Mais il faut dire une chose. Ce que je disais tantôt à un ami aujourd'hui. Parfois, on ne se bat pas avec l'arme, avec les armes. On peut se battre avec les mots. Et c'est là que la diplomatie et les négociations se jouent. Parce une petite nation comme Haïti ne va jamais gagner une guerre contre les États-Unis. Mais par contre, en tant que comme Sensé, qui ont appris à négocier, à lire et à écrire et à se servir des mots, il y a moyen de négocier et de se tirer d'affaire de façon honorable. Hein? Oui, et Dieu sait si par le passé, les mots haïtiens ont eu une importance à l'ONU en particulier. Nous rappelons que si aujourd'hui le français est une des langues officielles parlées à l'ONU, c'est grâce au vote haïtien. Absolument. Et si l'État d'Israël existe, c'est également un vote haïtien qui l'a permis. Donc, comme quoi les mots ont de la valeur. Absolument. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'une des conditions qui permettent à Haïti de recevoir de l'aide, c'est que lorsqu'il s'agit de voter aux Nations Unies, Haïti va s'aligner avec les Américains. Voilà. Donc nous avons eu l'expérience avec M. Jovenel Moïse et la situation de Venezuela. Donc, absolument. Malgré les relations de longue date que nous avons entretenues avec Venezuela, Petro-Caribé et tout, le pays s'est aligné selon la position américaine. Donc vraiment, l'aide octroyée, vu qu'ils ont ce gros morceau diplomatique à gagner, ce qui nous permet vraiment de nous mettre dans une position vraiment plus forte pour négocier dans les négociations d'affaires. Point à méditer. À méditer, absolument. D'accord. Bon, merci William, merci encore une fois de cet éclairage. C'est sûr que quand on parle d'aide internationale, on a l'impression qu'elle est à sens unique, mais non. Nous venons de voir, même si nous, on n'aide pas les Américains en leur donnant des dollars, mais on les aide de bien d'autres manières, et c'est ce qui leur permet à eux de continuer d'accroître leur puissance, et à nous de nous en sortir tant bien que mal. Merci William. Merci Serge. Bonne semaine. À très bientôt.